Un plaisir de vous savoir connecté sur les www.esaetv.com. Merci de nous rejoindre pour votre émission Le Débat. Cette semaine, nous parlons du mariage des filles au Bénin, notamment de la campagne Tolérance Zéro au mariage des filles. Et comme invitée sur ce plateau, j'ai à mes côtés mademoiselle Carole Biojac. Elle est étudiante, elle est membre du ROAGELF, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders. Mademoiselle Carole Biojac, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien. Une autre jeune fille sur ce plateau, mademoiselle Hermine Bokossa, elle est étudiante. Bonjour mademoiselle Bokossa. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Et enfin, monsieur Bruno Guerinto, il est le directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Monsieur Guerinto, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Voilà les invités pour vous sur ce plateau de votre émission Le Débat. Et la première question va à l'endroit de monsieur Guerinto. Quel est l'état des lieux actuels du mariage des filles au Bénin? Merci, madame la journaliste. État des lieux du mariage des enfants en général et des filles en particulier au Bénin. Cela nous vient d'une étude mixte de 2014 qui nous indique qu'au Bénin, nous avons encore 3 filles sur 10 qui sont mariées. Mais cette étude qui donne la caricature globale du Bénin nous indique également que nous avons des zones de grande prévalence, notamment les 4 départements du Nord, avec en pointe le Borgou, qui est bien au-delà des 37%, soit environ 4 filles sur 10. C'est également un ensemble d'études réalisées soit avec WILDAF Bénin, avec l'appui de nos amis américains, ou même de 2 études CAP réalisées par UNICEF, qui montrent quand même que notre pays est dans une situation sensible par rapport au sujet. Ça, c'est l'état des lieux, sans oublier maintenant les manifestations du phénomène qui privent carrément les jeunes filles de leur vie, de leur avenir. Oui, monsieur le directeur général, avant d'en arriver à la campagne Tolérance Zéro proprement dite, vous parlez des causes, vous parlez des manifestations. Qu'est-ce qui, selon vous, amène aujourd'hui les filles à subir ce mariage précoce ou ce mariage forcé? Les études montrent plusieurs déterminants. Pour nous, dans le domaine, nous disons que c'est faux de parler par exemple, de la pauvreté. Car si nous considérons la pauvreté, environ le tiers de notre population devrait rentrer dans ce jeu de mariage des enfants. N'oubliez pas qu'au Bénin, plus du tiers se retrouve au seuil de pauvreté. Voilà. Ensuite, il y a le fait que nos cultures, nos religions, nous poussent à des situations exécrables. Et on vous dira par exemple que dans certaines cultures, il est important de préserver la jeune fille, la petite fille, de tout ce qui est salissure en la donnant rapidement en mariage. Pareil pour certaines religions stigmatisées depuis quelque temps, dans lesquelles une mauvaise lecture, bien entendu, des textes sacrés amènerait des populations à imposer le mariage aux enfants. Donc c'est un cocktail pauvreté, religion, culture qui est indexé en matière de mariage des enfants. Je dis que c'est un cocktail, mais pour nous hypothétique, parce que les lectures profondes qu'on peut faire de ces déterminants montrent que c'est un faux problème. Toutes les personnes pauvres n'envoient pas leurs enfants pour trouver la pitance du mois. Les plus grands religieux au monde n'utilisent pas des arguments de ce genre pour envoyer leurs enfants en mariage. Donc c'est pour dire que pour nous, ça ressemble plus à des alibis. Et c'est pourquoi l'idée, c'est le dialogue franc avec les personnes, les iconoclastes, ceux qui tiennent à ces arguments afin d'amener à comprendre que ce n'est pas des déterminants valables
pour marier un enfant avant l'âge de 18 ans. J'ai vu mademoiselle acquiescer quand vous parliez, monsieur le directeur général de l'enfance. Mademoiselle Carole Biojac, est-ce que vous pensez que la culture, la religion et la pauvreté peuvent justifier le fait qu'on envoie une fille mineure en mariage? Merci madame. À cette question, à cette interrogation, je pourrais dire non catégoriquement. Rien ne pourrait justifier le mariage d'un enfant mineur à cet âge-là. Rien ne saurait le justifier. Aucun contexte, que ce soit coutumier, culturel, religieux ou autre pratique, ne peuvent justifier cet acte que je nomme de barbare. Parce que en fait, c'est ça. Je vous ai vu pleine d'émotions quand vous parliez du phénomène du mariage des enfants. Nous sommes tous sortis d'une famille, nous avons tous ce que nos religions et nos coutumes disent à ce propos. Mais malheureusement, il y a encore des régions au Bénin, le directeur a fait l'état des lieux tout à l'heure, où on force encore des filles à aller se marier. Et le père se dit, je l'envoie en mariage parce que si elle se marie, la dot qu'on va me payer me permettra de nourrir la famille, de m'occuper de ses frères et sœurs quand même. Oui, tristement, c'est le constat. Puisque d'un premier abord, c'est d'abord d'un premier plan, c'est ce que l'on voit tout à l'heure. L'intérêt que le père ou bien la famille essaie de gagner sur l'enfant. D'abord, c'est le premier point. Mais lorsqu'on essaie de pousser notre intelligence. Lorsqu'on essaie de pousser un peu notre analyse un peu plus loin, on voit que quelque part, on en vient à déterminer l'inquiétude du parent, du père, qui dans notre nouvelle génération, dans notre nouvelle société, où la femme, la jeune fille, allant à l'école, est beaucoup plus exposée à des harcèlements, rentre beaucoup plus vite en contact avec le sexe, le monde sexuel et toute autre pratique allant autour. Le père déjà se dit, ben, j'ai déjà une dignité, ma famille a déjà un an à sauvegarder. Et voyant le milieu dans lequel évolue cet enfant, le père se dit, c'est mieux pour moi de le marier très tôt et de sauvegarder la dignité de ma famille que de la laisser aller et d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, de me retrouver avec une fille enceinte, sans père. Je n'ai plus qu'une seule charge, mais j'en ai 2 maintenant. Donc voilà un peu tout ce qui peut un peu pousser au constat de ce phénomène-là. Il ne s'agit pas pour nous sur ce plateau de vilipender qui que ce soit ou de dire que telle région est mauvaise ou telle pratique est mauvaise, mais nous constatons tous que cela a forcément des effets néfastes dont nous allons parler tout à l'heure. Mademoiselle Bokossa, un père qui face à la société, qui peut vite amener son enfant à une grossesse non désirée, à être marié très tôt, décide quand même, selon mademoiselle Carole Biojac, d'envoyer cet enfant vers un homme qui au moins pourra s'en occuper, selon le père. Est-ce que c'est toujours évident? Ce n'est pas toujours évident et c'est une conception erronée, je dirais. C'est une très fausse conception. Mais réaliste, vu la réalité. Pas forcément réaliste, c'est parce que c'est ce que le parent veut croire. C'est sur ce prétexte-là que le parent se base pour envoyer son enfant en mariage, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que les conséquences qui en découlent sont beaucoup plus dommageables, si je peux m'exprimer ainsi, que l'assurance là qu'il veut pour son enfant. Cette petite fille mineure qui va en mariage, elle n'est pas prête pour faire face à certaines réalités du foyer. Et donc, elle est obligée, malgré son âge, de vivre une vie qui ne devrait normalement pas être la sienne. Et les conséquences sont nombreuses. Carole en a fait cas tout à l'heure. Elle peut attraper une infection. Elle n'a pas forcément le pouvoir de décision dans ce foyer. L'homme peut l'obliger à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Elle n'a plus forcément le droit de s'exprimer, de s'imposer, pas forcément de s'imposer, mais bon, le droit de décision dans ce foyer n'a plus ce droit-là. Et beaucoup de conséquences peuvent s'en suivre. Elle peut choper des infections. On va en revenir aux conséquences, Hermine.
Est-ce que à travers nos comportements, nous-mêmes, en tant que jeunes filles dans nos foyers, nous ne donnons pas ou nous n'encourageons pas nos parents à décider très tôt pour nous? Quand tout à l'heure, Carole a parlé de ces filles qui très tôt ont des relations sexuelles, ont une vie très peu catholique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas normal qu'un père décide dans ces circonstances-là pour préserver ne serait-ce que la dignité de la famille et la dignité de cette fille-là? Je dis que ce n'est pas normal parce que l'enfant dans la famille doit bénéficier de la protection de ses parents, du couvert familial. Et donc, la petite fille qui fait des erreurs, j'appelle ça des erreurs de jeunesse, c'est aux parents de cadrer l'enfant et de lui dire, voilà telle chose, par rapport à ton âge, tu ne dois pas faire ci, et si tu le fais, voilà telle conséquence qui peut en découler. Et donc, libérer l'enfant comme ça, lui dire, bon, puisque tu ne peux pas rester tranquille, c'est une fuite de responsabilité de la part de ses parents. Monsieur Berento, vous êtes le père de famille ici aujourd'hui. Vous avez écouté vos filles. Est-ce que vous pensez qu'elles ont raison d'être si radicales? Il y a une chose qui est certaine. On ne trouvera pas de conditions atténuantes lorsque des parents, même forcés par la tradition, comme nous l'avons eu dans l'étude CAP, connaissance, aptitude et pratique en matière de mariage des enfants, rien n'absout des parents qui livrent leurs enfants mineurs en mariage. C'est vrai que lorsque vous allez dans la réalité des faits, lorsque, comme moi, vous avez eu la chance de rencontrer des filles mariées, blessées complètement, elles vous diront que si nos parents ont fait, c'est parce que c'était des incapables. Et je pense que c'est plus dur pour les parents. Et il faut qu'on commence par dire aux parents, vous vous comportez quelquefois en héros pour devenir des héros. La fille dit, quelle est la pression familiale qui ne vous permet pas, vous, de me libérer? Et c'est ce qu'elle vient de dire. Souvent, ce n'est pas forcément les parents qui sont les premiers décideurs. L'étude a montré que c'est toujours un environnement culturel ou religieux qui presse. La grande famille. Parce que c'est ainsi chez nous. La religion. Voilà. La Alors, culture. nous avons la responsabilité en tant que parents. Quand vous dites parents, vous dites père et mère. Père et mère. Très tôt. D'aller au-delà parce que nous avons la responsabilité de raisonner nos cultures. La culture, c'est un phénomène évolutif. Ce n'est pas un phénomène statique. J'ai eu plaisir d'entendre Maître Bokwe dans un discours la fois dernière parler de sa grand-mère. La coordonnatrice de La coordonnatrice de village. Ma grand-mère, Vaudouci, s'est retrouvée en Europe. Quand l'hiver s'est pointé, elle a été obligée de se couvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être n'importe qui, tu ne résistes pas devant ce froid. C'est la même chose. Nos cultures sont des contextes que nous pouvons rendre vraiment plus intelligentes, plus crédibles aux yeux de la jeunesse. Ceci dit, condamnons déjà le phénomène, mais je pense que c'était nécessaire de condamner le phénomène en s'appuyant sur les conséquences du phénomène. Lorsque j'ai décidé effectivement, et elle a commencé par le dire, de la marier malgré moi. Très tôt, mineure. Qu'elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qu'elle est mariée à un homme de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans, pour rester même raisonnable. Même si elle était dans les bêtises, vous la livrez davantage. Avant, elle pouvait arriver avec la douleur. Et constatant la douleur, vous allez la raisonner. Quand elle est là-bas, elle ne peut pas venir vous parler de cette douleur, de ses craintes, des violences qu'elle subit. Puisque là, vous l'avez livrée. Elle est déscolarisée. Vous venez de perdre une fille qui pourrait économiquement s'assumer. Mais qui ne peut plus s'assumer parce que dans ces contextes-là, les prédateurs refusent à la fille toute activité, toute sortie pour pouvoir davantage avoir même sur elle. Donc, vous
vous créez quelque chose, mais vous créez davantage. Et c'est un raisonnement important parce que nous allons, comme vous l'avez dit, on va aborder dans une campagne, nous devons trouver les mots pour parler avec ceux qui craignent encore, pour parler avec ceux qui doutent encore, ceux qui sont réticents, pour discuter avec ceux qui sont iconoclastes, qui pensent qu'on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous devons être pédagogiques. Il ne s'agit pas de déclarations, de bomber le torse, de dire c'est interdit. Il s'agit, selon nous, d'être pédagogique. Là, vous parlez de la campagne tolérance. Nous rentrons dans la campagne pour dire que l'objectif du Bénin en s'engageant dans cette campagne décidée préalablement par l'Union africaine, c'est d'aller au contact des gens, de toutes les couches sociales, surtout des couches dans lesquelles le phénomène sévit. Pour sensibiliser? Pas pour sensibiliser, mais allons au-delà du mot sensibilisation, pour convaincre. Convaincre. Pour dialoguer. Oui. C'est-à-dire que dans tous les cercles où nous devons nous trouver pendant cette campagne, nous devons avoir une méthode pédagogique pour convaincre. Pourquoi vous faites ça? Ah, c'est parce que nos parents l'ont fait à nos arrière-parents, d'accord. J'ai dit un jour quelque part, la fille au temps de nos ancêtres, pas lointain, n'avait pas ses règles avant 21 ans. Aujourd'hui. Pourquoi? Contexte écologique, alimentation, etc. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, à 11 ans, elle l'a. Lorsque vous vous projetez dans ça et que vous pensez que la fille aujourd'hui peut être mariée, vous vous trompez. Donc, dans chaque fois que nous abordons le sujet, selon la couche, nous devons aller méthodiquement. Qu'est-ce que nous avons à dire aux enfants eux-mêmes? Qu'avons-nous à dire à leurs parents? Je vais poser la question déjà aux jeunes filles qui sont ici. Qu'avons-nous à dire à leurs enseignants? Qu'avons-nous à dire avec nos chefs traditionnels? Qu'avons-nous à dire avec nos religieux? C'est des messages particularisés. Donc, c'est des messages vraiment particularisés, basés sur un dialogue franc, qui n'est pas de l'accusation. C'est vrai que la campagne a pour, entre autres objectifs, d'aller à tolérance zéro. Ça veut dire qu'il faut punir après avoir convaincu. Mais nous y reviendrons. Mademoiselle Biojac, en tant que jeune, comment est-ce que vous vivez déjà le mariage des jeunes filles? Quelle action déjà vous menez, puisque vous êtes une étudiante, vous avez dû faire un long cursus déjà, vous avez dû vivre ces réalités à travers ce qu'on vous enseigne à l'école. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes comme vous? Alors, pour sensibiliser les jeunes filles comme tout autre. Puisque vous êtes du roi Gelf. Oui. Nous essayons de regrouper les filles, de leur parler, de leur porter l'information. Puisque c'est vrai que le Bénin dispose d'une loi pour la protection des droits de l'enfant, mais le problème c'est que tout le monde, on sait qu'il existe, mais tout le monde ne connaît pas ce droit-là. Donc le premier travail qui se fait, c'est de porter l'information en fait au réceptacle que nous avons, que sont les jeunes filles, de les mettre d'abord au courant de ce qu'il y a, de leurs droits. Elles ont le droit de faire leur choix. Elles peuvent faire leur choix. La décision leur revient. Personne ne doit choisir à leur place. Voilà, de savoir, de se prêter parfois au jeu. Parfois, on essaie de créer... Mais est-ce que vous vous éduquez déjà à, par exemple, retarder les premiers rapports sexuels? Parce que tout ça a fait que les parents, aujourd'hui, ont des réticences aujourd'hui à vous comprendre. Oui, par rapport à cette démarche aussi, nous menons aussi ces démarches au niveau de la santé reproductive. On revient encore et encore sur certaines méthodes contraceptives telles que l'abstinence, le port de préservatifs et tout. C'est vrai que ça dépend aussi de, comme monsieur l'a dit, ça dépend aussi du réceptacle que nous avons de la région où nous sommes et des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Donc par rapport à ça, nous essayons quand même de porter l'information, puisque là maintenant, le premier travail, c'est d'abord informer, les convaincre, leur faire comprendre de la bonne action
de ce que nous voulons faire. Voilà, c'est le premier travail qu'il y a à faire. Mademoiselle Bokossa, convaincre, sensibiliser, dialoguer, informer, est-ce que vous le faites aussi en tant qu'étudiante? Oui, je ne rate jamais l'occasion. Quand j'en ai l'occasion, je ne manque pas de discuter avec mes pairs de ces sujets-là, parce que ça fait très mal de voir que telle fille avec qui vous avez commencé les études, malgré elle a été obligée à un moment donné d'arrêter ses cours pour aller être déscolarisée, se marier. Voilà, cette fille a été Mais ça, obligée. c'est pas sous la pression des parents. Exactement, c'est sous la pression des parents. C'est sous la pression des parents. Donc vous avez vécu ces cas? Exactement, des camarades à moi qui déjà depuis le collège surtout, qui se sont retrouvés dans cette situation. Dans quelle région du Bénin? Je préfère taire le nom de la région du Bénin. D'accord. Qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Il y a même un cas où malheureusement la fille elle est tombée enceinte à 16 ans. Elle était très brillante à l'école, toujours première de sa classe jusqu'en classe de 3e. Elle a passé l'examen, elle a essayé d'avorter. Elle est décédée la veille de la proclamation des résultats. En avortant. Elle est décédée et ils ont donné les résultats, ça a marché pour elle. Ça, c'est une perte pour le Bénin. Pour la société, c'est une perte pour la société en général. Donc, communiquer, passer l'information. Mais quand vous le faites, comment est-ce que vos pairs reçoivent cette information-là? Est-ce qu'ils comprennent? Parce que c'est pas facile quand on parle de santé de la reproduction. Carole veut réagir. Quand on en parle, il y en a qui disent bof, c'est des choses amenées de blanc, on n'en a pas besoin. Alors que souvent, l'objectif final, c'est sauvegarder l'avenir de cet enfant, de cette fille ou de ce garçon-là. Vous voulez ajouter quelque chose avant, Carole? D'accord. Ça dépend de la forme que vous donnez à votre message. Parce que, comme il l'a dit, oui, ça dépend de la forme que vous donnez à votre message. Quand vous vous retrouvez devant une cible donnée, vous devez pouvoir vous adapter à cette cible-là, vous mettre dans les mêmes conditions que cette cible pour pouvoir faire passer votre message. Mais si vous venez jouer au savant ou à l'importante, ça ne va pas passer. Donc, on essaie de se mettre à la place de la personne, de correctement comprendre que la personne les attentes de la personne afin de pouvoir formuler le message. Et ça marche. Et ça, bon, enfin, on espère que ça marchera dans le temps. Voilà. Carole? Exactement, parce que c'est là que je devais en venir. Il faut d'abord savoir, parmi les jeunes, il y a encore plusieurs types de jeunes et plusieurs catégories. Et savoir les segmenter pour pouvoir aller vers eux, puisque quand ils sont confondus, c'est souvent difficile pour eux de s'exprimer sur... Vous la regroupez par âge? Par âge, par métier, souvent, par métier, par âge, par métier, voilà. Et ça apporte forcément... Oui, ça porte, parce que pourquoi? L'un des cas, c'est que lorsque on est en face de, par exemple, d'une cible artisane, le problème c'est que lorsque tu viens, comme elle a dit, tu viens en tant que savant, ça ne passe pas. Mais tout de suite, lorsque tu te mets à leur niveau et que tu leur portes l'information, tout de suite ça passe. Mais le problème c'est que aussi c'est lorsque tu te mets à leur porter l'information sans savoir ce que tu veux leur transmettre, tu risques de déballer en fait tout ce que tu as prévu comme information, abstinence et tout, mais à la fin, quand tu te rapproches de ces jeunes-là, vous êtes surpris de savoir que ces jeunes filles-là, elles vous disent, mais madame, on connaît tout ça, comment porter un préservatif, on peut s'abstenir, En fait, le message n'a pas d'importance. Oui, le message n'a pas d'importance lorsque tu ne sais pas comment y aller. Parce que ces filles-là, à la fin, viennent te dire, mais madame, tout ce que vous avez dit, on le fait, mais le problème qui est là, c'est par exemple, moi, jeune fille, je suis pour le port du préservatif, mais mon conjoint, lui, ne veut pas. Alors là, que faire? Il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que l'information, il est là, mais ce n'est pas encore travaillé, ce n'est pas encore assis, ce n'est pas encore convaincu. On n'a pas encore convaincu toute la cible. On s'attarde aussi beaucoup plus sur les jeunes filles, mais aussi il faudrait de même côté commencer par s'attarder sur les garçons. Ça se fait, le jeu se fait à deux, le genre féminin et le genre masculin, pour que ça puisse passer. Et très brièvement, Hermine, vous parlez tout à l'heure des conséquences du mariage forcé des enfants. Vous allez parler des infections, de la déscolarisation, de la fistule, l'autre maladie qui vous met hors de la société. Exactement. La fistule obstétricale.
ça fait partie également des conséquences du mariage forcé, des violences. Parce que une petite fille qui va au mariage, ses organes ne sont pas forcément mûrs pour supporter une grossesse, pour supporter son corps n'est pas encore prêt. Son corps n'est pas encore prêt. Et donc voilà les conséquences. Elle peut choper la fistule obstétricale avec tout ce que ça a comme conséquence, le rejet de la société. En dehors de cela, même si elle ne tombe pas enceinte, elle est déscolarisée. Et on nous dit qu'une fille bien éduquée, c'est toute une nation qui est bien éduquée. Et donc c'est une chaîne de pauvreté que nous créons petitement. Donc, en fait, le mariage forcé, au lieu de réduire la pauvreté, agrandit la pauvreté. Agrandit la pauvreté. Parce que la fille qui est devenue maman, si elle arrive à donner naissance sans problème majeur à son petit enfant, elle est fille, mais elle est mère. Et quelle éducation cette fille qui n'a pas reçu, qui n'a pas fini de recevoir une éducation va donner à son enfant. Ses parents va donner à ses enfants. Et l'enfant qui est né plus tard à son enfant, à la longue, vous voyez que c'est toute une génération qui a une faille. Carole, vous voulez compléter? Oui, tout les à conséquences l'heure. Oui, les conséquences du mariage forcé, comme elle a dit tout à l'heure, les enfants ne sont les filles épouses ne sont pas souvent physiquement ni psychologiquement prêtes à porter une grossesse ni à accoucher. Donc après un épisode de grossesse précoce ou trop rapprochée, elles font face à des traumatismes. Mais comme elle a aussi dit, nous avons aussi toute cette grossesse, toute cette période, tout ce traumatisme pourrait aboutir à la croissance du taux de mortalité que nous constatons ici et à la morbidité aussi des nouveau-nés juste après la naissance. Monsieur le directeur de l'enfance, vous avez écouté vos filles parler. Les conséquences sont désastreuses aujourd'hui. On a même parlé au cours de la campagne du rêve brisé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on sait que le code de l'enfant existe, que d'autres dispositions existent pour que véritablement des rêves ne soient plus brisés? Lorsque vous lisez les documents que nous avons produits pour la campagne, nous disons arrêtons l'inaction, l'inertie. Il faut passer à la répression, bien entendu, en continuant à informer les gens. Vous parlez d'auteur, de co-auteur, de complice. Voilà, elle l'a dit. Nous avons notre code de l'enfant qui, désormais, réprime le phénomène, mais ce n'est pas connu. Deuxièmement, si c'est connu, les gens n'ont pas toujours les aptitudes. Donc, notre rôle, c'est de punir, mais en faisant en sorte que davantage de personnes s'approprient le phénomène. Et je remercie nos deux jeunes qui ont justement dit, si la plateforme a été créée, c'est pour que enfants et jeunes parlent à leur père. Et parler à leur père, c'est certes parler j'ai vu qu'on a fait plus focus sur santé de la reproduction, mais c'est parler carrément du sujet. De ces manifestations, de comment cela détruit et crée le cycle infernal de la pauvreté. C'est de relayer aux confins de notre nation l'information juste sur le phénomène et surtout convaincre davantage les personnes qui portent le phénomène. Pour l'État que nous nous représentons, c'est de créer les créneaux pour que, les gens puissent s'exprimer, c'est d'encourager la dénonciation. Deuxièmement, la prise en charge des victimes. Et troisièmement, conduire les processus de répression à terme. Parce que l'autre problème du Bénin, c'est que nous sommes tous amis, cousins, oncles, que nous sommes le ministre de telle région et que quand nous intervenons, que nous sommes députés, c'est ça, briser, n'est-ce pas, ce cercle vicieux de copinage coupable, n'est-ce pas, autour du phénomène. Et c'est ce que nous allons essayer avec les jeunes, les enfants et tous les acteurs de la société civile de faire pendant ces 3 ans à venir. Et pourquoi pas en finir définitivement, puisque nous sommes à la fin de l'émission, mademoiselle Carole Biojac. Même avant elle, si vous
plaît, on peut finir parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a fait la même campagne. Il n'y a plus de mariage forcé au Rwanda, mais on a prolongé l'âge qui était à 18 ans, comme alors, chez nous, à 21 ans. Ça veut dire que si vous allez dans le Rwanda d'aujourd'hui, il n'y a pas de mariage d'une fille avant l'âge de 21 ans. Ouais. Ça veut dire que c'est possible également chez nous. Nous allons nous y coller. Mademoiselle Carole Biojac. Oui. Bon, pour finir. Que dites-vous à vos pères? Ah bon, pour ce que sur le mariage forcé. Sur le mariage. Sur la campagne Tolérance Zéro, qu'est-ce que vos jeunes frères, vos jeunes sœurs doivent retenir désormais? Ce que j'aimerais que mes jeunes sœurs retiennent aujourd'hui à partir de la campagne Tolérance Zéro, c'est qu'elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit de donner leur opinion. Elles ont le droit de se faire défendre. Oui, elles ont le droit de ne plus subir, toutes ces agressions en silence. Elles ont le droit de sortir maintenant de l'ombre et d'affirmer leur personnalité. Leur personnalité, merci. Hermine Bokosa? Moi, je dirais tout simplement que la jeune fille, femme de demain, a un rôle capital à jouer dans la société. Et donc, on ne doit pas se taire, manquer de s'affirmer et briser ce rôle-là que nous avons à jouer dans la société. Donc, toutes ces jeunes filles qui sont victimes du mariage forcé, je les invite à ne pas hésiter à dénoncer, à ne pas avoir peur, à ne pas hésiter à dénoncer vraiment, parce que c'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Je récapitule et je résume en disant que désormais, plus de mariage forcé de filles et de garçons au Bénin, parce que le mariage forcé, ce n'est pas que les filles, c'est également les garçons. Et désormais, plus de mariage forcé ni de mariage précoce au Bénin. Nous pouvons y arriver. La campagne est lancée. Désormais, les victimes peuvent être prises en charge. Les autorités judiciaires sont prêtes à sévir et à réprimer tout auteur, co-auteur ou complice de mariage forcé ou précoce des enfants au Bénin. Il faut briser le silence. Il faut parler, il faut dénoncer pour que désormais notre pays puisse être à l'abri du mariage forcé et précoce des enfants. Et comme l'Union africaine, disons non au mariage de nos enfants. Le débat reste toujours ouvert. Nous en ferons une série. Nous allons prendre les autorités traditionnelles et religieuses pour nous dire leur volonté de pouvoir finir avec ce fléau-là. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le débat de cette semaine. Merci et à très bientôt.